petite YouTube World, bonsoir. Je porte ce micro avec son petit chapeau poilu parce que j'ai le brasseur d'air donc qui dégage de l'air et j'ai la clim qui dégage aussi de l'air. Donc, pour éviter toute interaction sonore indésirable, je porte le micro. Donc, je vais essayer de calmer un peu parce que le grain va péter. Bref, aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo qui m'a été indirectement inspirée par l'une d'entre vous. Dans l'un de mes commentaires, il y a donc l'une d'entre vous qui a laissé un commentaire en me demandant, j'essaierai de le retrouver et de le mettre là, en me demandant si j'étais motivée pour faire une vidéo, tout ce que je déteste sur les réseaux sociaux. Je pense qu'elle est allée faire un tour chez Nico et qu'elle a vu sa vidéo et que elle a eu envie de voir tout ça, ce que j'en pensais. Donc je lui ai répondu concrètement que non, je n'étais pas du tout motivée pour la bonne et simple raison, c'est que finalement je n'aurais pas grand-chose à dire sur la question. Compte tenu du fait que vous savez comment je fonctionne, maintenant je ne m'impose plus le négatif qui ne m'appartient pas. Ça revient à dire que je sais quoi je suis, qui je suis, pourquoi je le suis. Et quand ça me gonfle à peu près plus de 2 minutes, je m'en vais. Comme ça m'évite de prendre concrètement des choses qui ne m'appartiennent pas et que ça me broute ma journée. Donc il est vrai qu'en fonctionnant comme ça, bon, il n'y a plus grand-chose que je m'impose et qui me casse la srupetta, ce que je n'ai pas sur les réseaux sociaux. Donc, je me suis dit, par contre, ce qui pourrait me motiver, d'où l'idée indirectement, c'est de vous lister ce qui me pue au nez, ce que je n'aime pas, ce avec quoi je suis en inconfort dans la vie réelle, le quotidien, l'humain, autrement que la personne qui propose du contenu. Alors, parfois, ça se rejoint, hein, évidemment. Je vous ai concocté une petite liste et vous allez voir que parfois, même moi, hein, je suis zébobi par certains points de la liste. Allez, pour le premier point, alors je ne vais pas vous les énoncer dans l'ordre où ça me débecte, mais vous allez voir que déjà, on met le truc quand même bien haut. Hein. Quelqu'un qui siffle dans une file d'attente. Qu'est-ce que ça génère chez moi? Ça génère un tant soit peu d'agressivité progressive. C'est que plus le mec siffle dans la file d'attente, le mec ou la meuf, hein, dans la file d'attente derrière moi, et dernièrement, j'ai dû passer par la pharmacie, il y avait un monsieur derrière moi qui tout le long, parce que nous les pharmacies ici, elles sont toujours blindées, dans ma tête, j'étais là, tais-toi, version polie, tais-toi. Ça, vraiment, l'agacement, ça commence par, faut qu'il arrête. Et ça monte jusqu'à des envies peu avouables. Je vous jure, 15 minutes de file d'attente et d'avoir un mec derrière pendant les 15 minutes. Et reprendre plus belle, plein de refrains. Le problème, comme bon nombre de choses que je vais citer dans cette vidéo, c'est que mon oreille, elle fait le focus sur le truc. J'entends plus rien à côté et j'entends que le sifflement qui va prendre toute la place dans le cerveau. Tout comme quelqu'un qui est dans une file d'attente avec toi et qui va fredonner. Vous avez vu, ça fait 4 secondes, vous êtes déjà au bout du rouleau. Bon, quand c'est un quart d'heure, 20 minutes. Quand il s'agit d'aller refaire la carte de bus, qui a 1h30 d'attente. Pour le deuxième point de listing, je vous ai dit, il y en est dans l'ordre. Hein. Mais là, c'est un peu plus sournois, c'est un peu plus sadique parce que généralement, comme tu as reçu une éducation à côté et que même si c'est de l'ordre peut-être de la névrose, le bruit... Alors, je souffre de misophonie, mais j'ai presque envie de vous dire que je me suis un peu soignée sur plein de bruits. Notamment les bruits de paille dans les verres. Ça me dérange plus. Les bruits de... Quand tu bois ce que vous appelez, ce qu'on appelle ici le slurp de goulayante, ça va mieux. J'ai soigné le mal par le mal. Mais alors,
s'il y a bien quelque chose dans les bruits alimentaires à assimiler que je ne peux pas, c'est le clappement alimentaire, bouche ouverte. Puis il y a des aliments, c'est encore pire. Je veux dire, j'ai vécu une bonne partie de mon enfance, adolescence avec un père qui clapait atrocement quand il mangeait une banane. Je pense, papa, où que tu puisses être, c'est de ta faute. Le clapage de banane, mais pourquoi? Et c'est compliqué parce que le but, c'est pas de blesser les gens. Plein de fois, je mange avec des gens à table qui clapent et qui ne s'en rendent pas compte. Donc, c'est-à-dire que c'est souvent pas volontaire, mais toi, une fois encore, ton oreille va se diriger vers le... C'est le drame en interne. C'est-à-dire que toi, il n'y a rien qui transparaît, ou presque. Alors moi, c'est généralement la jambe qui commence à cling, 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 mais tu fais bonne figure parce que tu vas pas blesser les gens en lui disant ferme ta bouche quand tu manges. Enfin, je veux dire, à un moment, je veux bien être brute de décoffrage, je veux bien avoir un phrasé, un parler, mais faut quand même pas aller jusqu'à vexer, blesser les gens volontairement. Surtout que, comme je dis, généralement, ces bruits de clapement, clapage, là, ils sont pas faits volontairement pour t'emmerder. Parfois si, mais tu le vois parce que la personne va avoir un rictus quand elle te connaît et qu'elle sait que ces bruits-là, ça t'agace, elle va avoir le rictus. Auquel cas, là, tu rentres dans le là. Là, tu vas. Mais quand c'est pas volontaire, tu vas pas blesser les gens non plus. Étonnamment, malgré ce qui peut émaner de moi, j'imagine, s'il y a bien une chose que je déteste, ce sont les comportements. Je déteste peut-être pas les personnes, mais en tout cas les comportements de personnes qui volontairement se tapent l'affiche, sont too much, rigolent très fort alors que c'est pas particulièrement drôle. En gros, se faire remarquer quand on est dans des lieux communs, quand on est dans des lieux publics, qu'il y a du monde, se faire remarquer, être toujours en avant, rigoler fort, parler fort, même si vous avez l'impression, parce que souvent on m'a dit, ouais, on m'a reproché souvent que j'avais une grande gueule, mais alors sachez que quand je sors, que je fais des sorties et que je suis dans des lieux publics, je vous jure que je ne suis pas du tout comme ça. Parce que j'ai horreur de ça. Je vais vous donner un exemple parce que de toute façon, Eddie est au courant. Merci Eddie pour la validation des commentaires au passage. Mais Eddie et moi, ça fait 26 ans qu'on se connaît, 25, 26 ans. Et au tout début, Eddie était un peu comme ça. C'est-à-dire qu'on allait, par exemple, se mettre en terrasse pour boire un café. Et Eddie avait ce truc de, quand il parlait, de s'adresser à tout le monde. Il parlait très fort et il regardait les gens pour voir si les gens l'entendaient, l'écoutaient. Et un jour, je lui ai dit, alors pas méchamment, mais je lui ai dit, tu sais, Eddie, quand tu fais ça, ça me met grave en inconfort. Je suis gênée de ouf. Et il me dit, ah bon? Il me dit, tu sais, c'est là où je vous dis, parfois il y a des comportements, les gens ne se rendent pas compte. Parfois si, mais parfois non. J'ai dit, je te jure, ça me gêne, quoi. Tout le monde te regarde, tu parles fort, alors qu'on a une discussion tous les deux. Je lui ai dit, pourquoi tu fais ça? Il m'a répondu, je sais pas. En fait, ce que provoque ces comportements-là, à mon niveau, c'est de la gêne, de la pure gêne, où je me dis, waouh, on n'est pas au théâtre, on n'est pas en représentation. Là, c'est ça. Autre chose qui me met en inconfort, c'est l'éclairage froid, la lumière froide dans un lieu de vie, un salon. Je lutte très fort avec ma mère pour qu'elle change ses ampoules. Et en même temps, j'ai très envie de vous dire qu'elle fait ce qu'elle veut chez elle. Mais à titre personnel, quand j'entre dans un lieu de vie où c'est censé être convivial, chaleureux, et clac, on allume les lumières, et c'est la lumière que j'appelle lumière de laboratoire, ça me met dans un inconfort. Pourquoi faire la lumière froide dans un salon? Pour le point suivant, on va dire que Gwen a expérimenté de très près la chose, puisque là, on est carrément sur quelque chose qui me génère de l'angoisse, j'ai l'impression d'attendre la mort, manger dans le silence absolu. Je sais pas faire. Ça me provoque une angoisse, une oppression. On mangeait toutes les deux le samedi soir où on est allé au concert de la Starac avec Gwen. On mangeait toutes les deux avant de partir au concert. Et Gwen est très habituée à se concentrer sur son repas sans qu'il y ait de bruit parasite autour. Et j'ai dit, t'arrives à manger dans le silence? Elle me dit, ouais, y a pas de problème. Moi, j'ai dit, allez, ni une ni deux, elle nous a lancé un Michael Jackson sur la platine vinyle. Et ça y est, Jenny était contente. Elle revivait.
parce que ça me provoque vraiment, c'est ça, une angoisse. Alors, je vous parle pas de crise d'angoisse, d'attaque de panique, mais waouh, tout de suite, ça me... Ah, j'ai l'impression que la mort va passer devant moi. Étouffe-toi, Jenny, j'arrive. J'y arrive pas. Moi, j'y arrive pas. Pour le point suivant, je triche un petit peu parce que je crois que ça vaut autant sur les réseaux sociaux que dans la réalité, le visuel pied. Alors là, très clairement, ce que ça induit chez moi, un dégoût. Qu'on m'impose sa latte. Gardez vos lattes, ne me montrez pas votre pédicure. Imposer sa latte, ses pieds, ses yep, son truc avec 5 orteils au bout aux autres, quand on les aime, on ne fait pas ça. Et je me dis que si on aime exposer ses lattes aux autres, il y a des sites privés qui, en plus d'avoir ce goût pour l'exposition de ses pieds, vous fera gagner un peu d'argent. Donc, profitez-en. Plutôt que d'imposer vos yep aux gens qui n'ont pas envie de les voir, tirez-en parti. Nous, on vous paiera pas, nous. Non, 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 non. Pour le point suivant, gros dossier pour moi, les personnes suralcoolisées, les personnes bourrées, les personnes arrachées, les personnes pétées, les personnes qui ne gèrent pas leur alcoolisation et qui font tout et n'importe quoi directement sans discussion possible, ça génère chez moi de la peur. J'ai peur de ces personnes-là parce que pour avoir déjà eu affaire à des personnes qui ne géraient plus rien de leur alcoolisation, souvent, très souvent, c'est parti en couille, très souvent verbalement, où je me faisais gentiment insulter gratuitement ou prendre à partie gratuitement, et les comportements vraiment physiques des gens qui ne gèrent plus rien et qui sont pétés comme des coins, généralement ça finit pas bien. Donc ça c'est vraiment quelque chose, ce sont des comportements que je déteste, tout en ayant conscience que l'alcoolisme est une maladie. Il y a des prises en charge possibles, bien évidemment, mais moi, je vous parle, vous savez, de l'alcoolisation qui est dans un premier temps à but festif et qui part en cacahuète. Et que tu te retrouves à devoir gérer des gens qui ne se gèrent plus, mais désinhibés par l'alcool, vont même plus reconnaître que c'est toi qui es en face et ça va très mal se terminer. Ces personnes-là me font peur. Très clairement, j'ai peur des personnes qui ne gèrent plus rien et qui se croient invincibles une fois arrosées jusqu'au pifos d'alcool. Je me suis vue devoir gérer des situations dans ma vraie vie fut un temps lointain où je me suis dit, putain, mais on est passé à ça, quoi. Enfin, moi, je veux dire... j'ai dû gérer une personne en sortie de discothèque qui était arrachée et qui cherchait un peu la merde, donc j'ai voulu arrêter le truc parce que, le problème de quelqu'un qui boit, c'est qu'il, je vous dis, se croit invincible, sauf que je me suis pris 3 coups de poing dans la gueule bien piquant et que je me suis retrouvée avec un œdème facial, pas piqué des hannetons, juste parce que j'ai voulu séparer avant que ça parte en couille et c'est moi qui ai copé. Donc, moi, les personnes comme ça, 2 personnes, je pars d'un principe très simple, hein, c'est con, mais au pire, j'appelle les keufs, mais 2 personnes alcoolisées qui commencent à se friter, tu sépares pas, hein. Toi, hop, ouais, ok, bon, maniez-vous Troufignon, parce que là, voilà, mais moi, terminé. La seule fois où j'ai voulu séparer 2 personnes qui étaient remplies jusqu'au cuir chevelu de whisky, je me suis retrouvée avec une gueule d'éléphant man. Donc, non. Moi, je pars d'un principe aussi que le vin dit vrai. Et donc, quand le vin, entre guillemets, je dis le vin parce que c'est l'expression, mais quand l'alcool te fait dire des choses à quelqu'un, c'est que quelque part c'était enfoui et que tu le penses. J'ai perdu des personnes que j'appréciais pourtant beaucoup à cause de comportements sous alcool. C'est-à-dire qu'une fois, 2 fois, 3 fois, à un moment, tu peux pas te faire étiqueter comme ça, tu peux pas te faire alpaguer parce que la personne, elle gère pas son alcool. 1 fois, 2 fois, 3 fois, tu te fais épingler. Moi, à un moment, je me dis, écoute, coco cocotte, si tu m'as dit ça, alcoolisé ou pas, c'est que quelque part... ça travaillait dans un coin de ta tête, l'alcool t'a juste aidé à me sortir tes saloperies. Donc, à partir de là, la bonne excuse qui consiste le lendemain, quand tu cuves ton pif, à dire « ouais, je le pensais pas, j'étais arraché », 1 fois, 2 fois, 3 fois, la 4e, c'est terminé. Pour le point suivant, je pense que je suis peut-être pas la seule. Les conversations téléphoniques en haut-parleur, la musique
en haut-parleur, sur les téléphones, dans les transports en commun. Ayons quelques secondes de silence pour ce point-là. Alors moi, clairement, ça me met en colère. Je vous le dis, ça me met en colère. Il s'agit de savoir se tenir. Il s'agit qu'on a quand même à notre disposition des casques, des écouteurs, la musique forte pour en faire profiter tout le bus, même bus qui n'en a rien à foutre de ce que tu écoutes. C'est un peu compliqué. Alors les conversations, ouais, j'ai pas, vraiment, ouah, ça c'est insupportable. Je me suis fait, à l'époque, je me souviens, un retour Paris-Rouen avec une dame qui a parlé dans le train pendant 1h45. Ouais, je savais tout, qu'elle allait, je vais te virer 2500 €. Est-ce qu'on a besoin de, je sais pas, fais comme ça, ouais, je vais te virer 2500 €. Ou va sur la plateforme, hein, dégage de la voiture en commun et va, c'est écrit, si vous voulez passer des coups de fil, dégagez. Dégagez vraiment, quoi. C'est du manque de savoir-vivre, il s'agit juste de te lever et d'aller te barrer des gens qui font leur trajet. C'est un manque de savoir-vivre et j'ai beaucoup de mal, vraiment beaucoup de mal avec ça. C'est des trucs qui pourraient être évités, que les personnes, en fait, les personnes s'en battent les couilles, littéralement. Qu'est-ce que ça te coûte de te lever de ton siège, d'aller et puis de parler? Non, je suis seule au monde, je me crois tout permis. Ouais, c'est un truc de ouf. C'est du manque de savoir-vivre et ça me met en colère. Pour le point suivant, je me suis soignée il y a maintenant quelques temps de ça, parce que j'étais de la partie, le fameux du coup. Du coup, parce que du coup, parce que du coup, Je suis bien consciente, hein, ce sont des tics de langage, bon, ok, d'accord. J'ai réussi à me sortir de ça. Oh, mais alors, ça provoque chez moi de l'hostilité. Hein, parce que oui, du coup, dans une phrase, c'est dur. Je crois que je développe le même type d'hostilité pour le « et c'est ok ». J'ai tellement envie que ça se termine en point de suture, le « et c'est ok ». Et c'est ok. Ok. Quand je regarde un contenu et que la personne a tout bout de champ, nous on fait ci, on fait ça, et c'est ok. J'ai l'impression que la personne elle essaie de me donner des leçons. Et c'est ok de quoi si moi je veux pas que ce soit ok? C'est toi qui vas me dire que c'est ok. J'ai l'impression que quand quelqu'un termine sa phrase par et c'est ok, j'ai pas mon mot à dire derrière. Et c'est ok. Fin de discussion. Bah non, pas fin. Moi j'ai quelque chose à ajouter. Tu souffres de tes émotions, accueille-les et c'est ok. Putain, il y a des moments, il y a des jours, t'as pas envie d'accueillir tout. C'est pas ok. Non. Et je crois vraiment, au même titre que le du coup, c'est devenu un tic de langage. Le et c'est ok est appliqué pour tout. Ça a toutes les sauces. Et c'est ok. Et c'est ok. Et c'est ok. Et c'est ok. Oh, je peux plus. Je vous jure que je ne peux plus. Pour le point suivant, je crois pas vous en avoir déjà parlé, parce que vous savez, nombre de mes phobies, araignées, milieux médicaux, machin, nana, d'accord. Mais vous savez que ce qui m'angoisse beaucoup aussi, ce sont, alors sans connotation salace, hein, ce sont les choses immenses. Cette sensation d'écrasement, et peut-être aussi, entre autres, que c'est la raison pour laquelle j'ai pas très bien vécu mon voyage, mon séjour à New York. Parce que le seul endroit où je me sentais plutôt bien quand j'ai fait ce voyage à New York, c'est dans Central Park. Bien évidemment, deux salles, deux ambiances. Mais ça me fait peur et ça m'angoisse. Par exemple, je ne pourrais pas me trouver hacké devant un énorme paquebot. Ça génère vraiment une peur, une angoisse. Être au pied de la Tour Eiffel, par exemple, je suis pas sereine. Toujours cet effet de me faire écraser. Notamment quand j'étais à New York, je me souviens d'une drôle d'impression, c'est que quand j'étais entre tous les buildings, là, j'avais l'impression d'avoir le vertige, mais inversé. Vraiment, ça m'oppressait, j'avais cette sensation de tournis, de vertige inversé. Et c'est vrai que je suis pas très à l'aise avec le côté gigantesque. Alors bon, c'est sûr que quand tu vas à New York, t'en prends plein ton paletot. Je crois que ça a un nom, il me semble que ça s'appelle la mégalophobie.
mais je suis pas sûre. Quelque chose que je déteste, que je suis bon gré, mal gré, parfois obligée de faire, les appels téléphoniques, les vrais, hein, pas les WhatsApp, tout ça, les vocaux, ça je maîtrise. Les appels téléphoniques, ça me met dans un inconfort total parce que l'appel téléphonique, pour moi, il y a plein de probabilités que ça se passe pas bien. C'est-à-dire déjà, moi, le truc que je crains dans les appels téléphoniques, c'est les silences. Le moment où on ne sait plus quoi se dire et qu'il n'y a plus un mot qui sort. Je peux raccrocher au nez en faisant style que c'est mon réseau qui a planté. Je sais pas, j'ai cette impression, tu vois, les vocaux, t'as le recul, machin, je sais pas comment expliquer ça. Mais j'ai l'impression que là, quelqu'un qui m'appelle, ou que j'appelle parce que j'ai pas le choix, c'est une intrusion dans dans ma vie privée. Ça sollicite une interaction que t'as peut-être pas envie d'avoir dans l'immédiat quand on t'appelle. Encore, je dis pas les appels programmés, je t'appelle dans 2 heures, tu sais, machin, nana. Mais là, on t'appelle. Ça demande tout de suite que tu sois en interaction et peut-être qu'à ce moment-là, tu n'as pas envie. Et c'est OK. Autre point qui va peut-être vous étonner parce que j'ai très envie de dire que j'en suis, je déteste la vapote. Alors que je vapote moi-même, je vais aller plus loin et je vais m'en expliquer parce que étant donné que je vapote et que j'ai quand même, elle fait partie du prolongement de mon bras, je déteste la vapote pour tout ce qu'elle... la mécanique... Ça me dégoûte. Voilà, ça me dégoûte. Très rarement, je crois même jamais, ou alors je m'en suis pas rendu compte, mais vous m'avez vu vapoter, notamment dans mes vlogs. Parce que me voir, une fois c'est arrivé, puisqu'au montage je l'ai coupé, me voir vapoter, c'est-à-dire la mécanique de prendre l'appareil, le porter à ma bouche, tirer dessus, ça me génère un dégoût. Ça me dégoûte d'être tributaire d'un truc que j'ai du mal à arrêter parce que, parce que simplement, je pense, on va être très honnête, je préfère continuer ça que de sortir, traverser la route et d'aller m'acheter un paquet de clopes. Alors certes, ça a servi à beaucoup d'entre nous d'arrêter de cloper, mais je trouve que quand même, c'est une addiction, on se sépare d'une addiction, on sait où ça nous mène, pour être remplacé par une addiction où on ne sait pas trop où ça va nous amener. Hein. Je m'excuse, mais alors moi, même si je vapote, j'en suis machin, vous ne pouvez pas vous rendre compte à quel point je suis addict à ce truc-là. C'est-à-dire que je pense véritablement que je suis pire vapoteuse que j'étais fumeuse. Ça revient à dire que je vapote beaucoup plus que je ne fumais à l'époque. Et donc, ça me dégoûte pour plein de choses parce que d'une part, j'arrive pas à m'en détacher, même si aujourd'hui, il n'y a plus de nicotine dans mes produits. Mais justement, alors, on dit, ouais, c'est la nicotine qui te rend addict. Bah, pas spécialement, puisque moi, il n'y en a plus. Moi, je pense que c'est vraiment lié à la gestuelle. Mais je me comporte pire que quand je fumais. Ça veut dire que quand je vais chez des personnes, passer un week-end, il y a toujours un moment où j'ai besoin de mes moments, je ne vais pas vous dire mon moment où je vais vapoter, surtout quand tu côtoies des gens qui ni ne vapotent ni ne fument. Donc je trouve aussi que, enfin pardonnez-moi, mais je trouve que ce truc-là a tendance à te désociabiliser à moins de côtoyer des personnes qui fument ou vapotent. Et puis tout simplement, ça me fait yesh d'avoir réussi à dégager 24 ans de tabac intensif, peut-être pas, parce que j'étais pas non plus une énorme fumeuse, mais de tabac bien là, pour être aujourd'hui... esclave de cet appareil. Franchement, alors ça me coûte beaucoup moins cher que la clope, bien évidemment, surtout qu'aujourd'hui, quand tu vois le prix des paquets, tu saignes du nez, mais ça me dégoûte quand même. Un autre point aussi qui là va peut-être vous étonner, mais parce que je pense que pour bon nombre de ce que vous êtes, c'est un bon moment, c'est un moment convivial, c'est une petite sortie. Moi, je ne suis pas très fan des restaurants, d'aller manger dans un restaurant, parce que très vite, chez moi, ça provoque de l'ennui. C'est-à-dire que quand je vais au restaurant, c'est parce que quelque part, j'ai pas le choix. Alors, il y a quand même 2 salles, 2 ambiances. Le restaurant où je peux manger en extérieur, en terrasse, je passe un très bon moment parce que je suis pas cloîtrée dans le truc. Par contre, un restaurant, genre tu fais ça en plein hiver, où tu dois rentrer dans l'établissement et être cloîtré dans l'établissement avec beaucoup de sollicitations sonores et compagnie, je passe pas un très bon moment. Je le fais parce qu'il faut le faire.
Mais moi, plus vite c'est fini, mieux je me porte. Pour les 2 derniers points, et je pense qu'on sera... combien de points j'ai noté? Attendez, je prends le téléphone. Ouais, j'en ai noté 15, donc ça nous fera 15 points. Pour les 2 derniers points, donc le 14e, c'est... Là, on rentre un peu dans ce que j'ai eu la malchance d'expérimenter. On rentre dans les comportements humains qui parfois te font douter justement de l'humain. Déjà, moi, j'ai un vrai problème avec les égos surdimensionnés. Je m'explique, parce que c'est pas clair. De l'ego, on en a tous, et heureusement, tu peux pas vivre sans ego. Mais je trouve sur certaines personnes que... Comment je vais verbaliser le truc? J'ai rien noté, hein, j'ai juste... Là, j'y vais en roue libre, hein, j'ai juste noté les points. Je trouve que chez certaines personnes, on va y arriver, je trouve que parfois, il faut savoir se lâcher un petit peu le nombril, savoir se remettre en question et se dire que peut-être le problème, c'est pas forcément les autres. Moi, déjà, ce que je trouve très humain, dans le fait d'avoir de l'ego, mais de façon, on va dire, standard, hein, si tant est que le mot soit adapté, c'est que parfois c'est bon aussi. Je pense qu'on a besoin, à un moment, d'avoir tort, et pas de toujours avoir raison. À un moment, c'est toi qui es dans le faux, et il faut savoir remettre, comme on dit, les pendules à l'heure. Je pense aussi que les personnes qui ont un ego surdimensionné sont dans ce besoin d'être validées, d'être admirées. Et de temps en temps aussi, c'est bien de redescendre un peu sur terre. Je vous parle de ça parce que j'ai côtoyé bon nombre de personnes qui étaient comme ça. Et quand tu as le recul et quand tu réfléchis, tu te dis quand même, c'est très... infantilisant de côtoyer des personnes comme ça. Ce qui est assez incroyable quand tu côtoies ces personnes qui ont ces comportements avec un ego surdimensionné, c'est que très souvent, si tu fais le point quelques temps après, quelques années après, ce sont souvent des personnes qui ont moins confiance en elles que toi, tu as confiance en toi. Et donc, quelque part, ces personnes-là, elles compensent leur vide à elles en ayant cette espèce de comportement dominant, parce que quand tu côtoies quelqu'un qui a un ego surdimensionné, quelque part, on va pas se mentir, si tu fais bien le truc et que tu mets en image, tu projettes le truc, il y a toujours un rapport dominant-dominé dans la relation, quelle qu'elle soit. Déjà, de là, il y a un déséquilibre. Et ça, c'est pas bon. Ce qui me permet d'aller directement vers le 15e point, qui tombe sous le sens de ce que je suis en train de vous dire, les personnes qui sont, comment je vais dire ça, qui sont invalidantes pour l'autre, qui sont invalidantes émotionnellement. Là, clairement, je vous le dis, ça m'inspire de la répulsion. Ces personnes-là qui invalident l'autre, je ne peux plus me les voir. Vraiment, là, j'ai une répulsion. Vraiment, mon mot est posé, mon propos est pesé. J'ai une répulsion pour ces personnes-là. Je ne compte plus le nombre de fois où je me suis pris dans le cornet. Ouais, t'exagères, c'est bon, calme-toi, ça va bien se passer. Tu prends les choses trop à cœur. Non, c'est bon, tu arrêtes, ça va bien aller. Waouh, mais allez vous faire foutre. En fait, là, clairement, j'ai tellement de répulsion pour ces personnes-là qui font taire ce qui fait qu'on est un être humain, que vraiment, j'ai tellement entendu ça par des personnes qui disent t'aimer, que c'est pas possible en fait. Elles t'aiment pas, ces personnes-là, elles te détestent. Sauf que toi, sur le moment, tu t'en rends pas compte. Parce que ce que ces personnes qui invalident les émotions et d'autres personnes ne comprennent pas, c'est que pour la personne qui se trouve invalidée dans ce qu'elle ressent dans le moment, ça génère plein de trucs qui sont pas bons. Il y a une solitude, vraiment, je vous le dis, quand j'évoluais avec des personnes qui pratiquent l'invalidation de l'autre, ça génère une solitude psychologique de ouf parce que tu prends sur toi grave. Alors qu'il y a des choses que t'es comme ça et tu peux pas les contrôler. T'aimerais contrôler, t'aimerais faire en sorte que d'un coup d'un seul tu claques des doigts et que ça, tout ton paysage s'éclaircit. Et donc, tu prends tout sur toi, ça tu peux pas, parce que ça tu peux pas, machin. Ça te crée, tu te retrouves vraiment en solitude là-haut,
que la personne qui t'envoie ça ne saisit pas. Parce qu'on aura beau dire à quelqu'un, ouais, tu prends les choses trop à cœur, tu dramatises, tu intellectualises tout, non, ça va bien se passer, tu arrêtes avec ça, ça changera pas que toi, tes émotions, elles sont toujours là. Sauf que comme tu conçois et tu comprends très vite que tu es le boulet de l'autre, tu prends tout, comment je dirais, tu compactes tout à l'intérieur. Faut pas s'étonner qu'après, y ait explosion. Hein. Le pire, et c'est pour ça que je vous dis que ces personnes-là qui invalident l'autre, je peux plus me les saquer, parce que bien souvent, ce sont des personnes qui ont un discours hyper positif, qui se disent hyper bienveillantes et qui ne le sont pas pour dessous. En fin de compte, c'est difficile d'instaurer une confiance relationnelle quand tu as affaire à quelqu'un qui invalide qui tu es, parce que tu vas te censurer, je te dis, tu vas compacter le tout, tu vas être quelqu'un que tu n'es pas. Ah, super la relation, ah, génial. Parce que comprenez bien que si dans votre cercle amical, familial, peu importe, vous avez quelqu'un qui invalide ce que vous êtes, c'est quelque part quelqu'un qui n'a rien à faire dans votre cercle. On ne construit pas une confiance relationnelle, quelle qu'elle soit, avec quelqu'un qui n'aime pas ce que vous êtes et qui vous êtes. Ce n'est pas possible. Je vais me prendre comme exemple, ça va bien mieux aujourd'hui parce qu'effectivement, il y a eu un travail assidu. Il y a eu, je me suis, comme on dit dans le jargon, sorti les doigts du cul pour aller mieux. Ça va bien mieux. Mais mine de rien, à l'époque, quand ça n'allait pas très fort, toutes les personnes que je côtoyais, que ce soit amicalement, que ce soit dans la famille, toutes les personnes avec moi, elles savaient à qui elles avaient affaire. Donc, il s'agissait aussi de ne pas tolérer de m'avoir dans son cercle si, finalement, on savait qu'on allait finir par ne pas me supporter. Et c'est ça qui fait que je ne peux plus saquer ces personnes-là, c'est le manque d'honnêteté. Parce qu'en plus d'invalider l'autre, c'est le manque d'honnêteté. Et ça, j'ai beaucoup de mal avec le manque d'honnêteté. Si ça ne veut pas dire que tu dois être d'accord, surtout. J'ai jamais demandé à ce qu'on soit d'accord, j'ai pas besoin de cette validation, j'ai pas besoin d'être aimé de l'autre, je ne suis pas en quête d'amitié, de nouvelles amitiés, je ne suis en quête de rien du tout. Franchement, vraiment, là, en plus de vraiment ce type de comportement qui me pionnait, hein, mais à un point, je vous dis, c'est de la répulsion et mon propos est vraiment pesé. Si vraiment, dans votre entourage, je vous le dis, vous avez des personnes qui se disent bienveillantes, qui se targuent de qualité humaine et surtout vis-à-vis de son prochain et qui vous envoie dans le cornet, tu prends les choses trop à cœur, tu dramatises tout, ouais ça va bien se passer, t'arrêtes, maintenant tu te tais, c'est bon, ça suffit, t'es jamais contente, t'es jamais contente, de toute façon il n'y a rien qui te plaît, t'es jamais contente, bah oui, mais tu le savais. Tu savais qu'il y a des choses, voilà. Donc pourquoi insister? J'étais pas en quête d'amis, j'étais pas en quête de liens sociaux. Donc pourquoi insister? Si quelqu'un vraiment dans votre entourage vous rabâche ce type de phrase, vraiment prenez le recul et fuyez. Parce que ce ne sont pas, selon moi, de bonnes personnes. Parce que personne ne fera le travail que vous avez à faire à votre place. Donc c'est pas quelqu'un qui peut-être limite, je l'ai déjà dit, ce n'est pas quelqu'un qui aurait aussi besoin de se faire suivre qui va vous aider à aller mieux. À part vous faire culpabiliser avec ces phrases à la con que j'ai entendues, vous n'avez pas idée du nombre de fois que j'ai entendu ces phrases venant de personnes qui se disaient être des bonnes personnes, qui étalaient leur bienveillance non d'une pipe en bois. Après, vous en faites ce que vous voulez. C'est en tout cas, j'ouvre presque pas le débat sur ce 15e point parce que c'est des ressentis pour moi qui sont totalement ancrés et ça ne changera pas. Voilà ma petite YouTube World, petite vidéo, pas piquer des hannetons en pleine canicule. Écoutez, nous on se retrouve quand? Attendez, parce que je regarde le calendrier, il y a le journal du mois qui va devoir. On se retrouve... On se retrouve dimanche pour un vlog et pour le journal du mois, ce sera le 3 juin. On est bon? On est bon. Prenez soin de vous. Prenez soin des gens que vous aimez. Dites-leur que vous les aimez. Hydratez-vous. Buvez. Parce que buvez de l'eau. Parce que là, il ne faut pas attendre d'avoir soif pour boire. Et puis, des bisous.